Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire. Heureux de vous retrouver devant ce monument exceptionnel. Vous l'avez déjà sûrement reconnu, il s'agit de la porte de Brandenburg, qui est un symbole à lui tout seul de toute l'Allemagne. Mais si je vous donne rendez-vous ici, c'est pour une autre raison. Car à peine une dizaine de mètres derrière cette porte de Brandenburg était situé un mur. Un mur qui était le symbole d'un autre conflit, celui de la guerre froide. Cette guerre froide a souvent été présentée comme un conflit entre deux blocs homogènes, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais c'est oublier que parfois cette guerre a été jalonnée par des conflits entre pays d'un même bloc, qui n'étaient pas si homogènes que ça finalement. Je vous ai parlé dernièrement de la guerre de l'Ogaden, qui voyait s'affronter la Somalie et l'Éthiopie, qui étaient deux pays dont le régime était plus ou moins communiste, plus pour l'Éthiopie, mais il s'agissait à l'échelle planétaire de pays relativement secondaires. Aujourd'hui, on va parler d'un conflit qui a impliqué l'un des grands de bloc de l'Est. Je veux parler de la guerre sino-vietnamienne, qui voit s'affronter la République populaire de Chine et le Vietnam du 17 février au 16 mars 1979. Une guerre d'un mois aussi courte que violente, qui va nous permettre d'étudier un concept phare, c'est celui de la guerre limitée, et que j'ai décidé pour le coup d'intituler cette guerre la guerre des étoiles. Il faut dire que l'année 1979 est marquée par un contexte assez lourd. C'est la révolution islamique en Iran, l'URSS envahit l'Afghanistan, en Irak, Saddam Hussein devient président et John Wayne meurt. Du côté de la Chine, c'est la fin de la période maoïste. Mao meurt en 1976, il a été le maître du pays pendant plus d'un quart de siècle, et la fin de cette période est officiellement entérinée avec l'arrivée au pouvoir le 18 décembre 1978 de Deng Xiaoping, qui voudrait bien lui réformer le pays. Du côté du Vietnam, le pays se remet durement de cette longue guerre de 10 ans qui a vu s'opposer le Vietnam Nord, soutenu militairement et financièrement par Pékin, au Vietnam Sud, qui était l'allié des États-Unis. Une guerre qui prend fin en 1975 avec la prise de Saigon et la réunification des deux Vietnams sous la houlette de Hanoï. Bref, rien qui n'annonce les prémices d'un conflit entre la République populaire de Chine et la République socialiste du Vietnam. Les relations entre les deux pays commencent cependant à se dégrader assez rapidement dès 1975 lorsque le gouvernement d'Hanoï s'en prend aux Hua, c'est-à-dire à la minorité chinoise vivant dans le nord du pays. À ceci s'ajoute un différend territorial, l'Ispratleie, qui se situe dans la mer de Chine, qui est occupé par les Vietnamiens mais revendiqué par les Chinois. Mais si on devait vraiment démarquer une cause principale de cette guerre sino-vietnamienne, il nous faudrait revenir 20 ans en arrière. On est en 1956, 3 ans après la mort de Staline, c'est le 20e congrès du Parti communiste, au cours duquel on assiste à une rupture idéologique entre la République populaire de Chine et l'URSS. Alors certes, il s'agit de deux pays communistes, mais le nouveau dirigeant de l'URSS, Khrouchtchev, va y annoncer des nouveaux principes tels que par exemple la coexistence pacifique avec les États-Unis ou la fin du culte de la personnalité, autrement dit ce que l'on appelle la déstalinisation. Et ça, évidemment, ça ne plaît absolument pas à Mao, qui lui joue à fond la carte du culte de la personnalité et qui prône une lutte acharnée contre les États-Unis. Il va lancer son pays dans de brusques réformes économiques, une révolution culturelle qui va tuer plusieurs millions de gens. Le problème, c'est que cette scission idéologique à l'intérieur du bloc communiste va s'entremêler avec des considérations géostratégiques.
En effet, l'URSS et la Chine menaient déjà depuis pas mal de temps une lutte d'influence dans l'Asie du Sud-Est. Et quant au Vietnam, il se verrait bien dominer toute l'ancienne Indochine. 100 000 de ces hommes occupent déjà le Laos, où Hanoï a favorisé la constitution d'un régime communiste favorable au Vietnam. Or, le régime communiste du Vietnam s'aligne totalement sur celui de l'URSS. D'ailleurs, les deux pays vont signer un traité de coopération et d'amitié le 2 novembre 1978 qui fait que désormais les soviétiques peuvent utiliser les ports vietnamiens et en échange, Moscou assure la livraison d'un armement assez nombreux et sophistiqué. Dès lors, la Chine a peur d'une seule chose, c'est d'un encerclement qui serait voulu et organisé par l'URSS. Et ils ont une raison supplémentaire de s'inquiéter lorsqu'en décembre 1978, 150 000 hommes de l'armée régulière vietnamienne envahissent le Cambodge avec la bénédiction de l'URSS dans l'objectif de renverser le régime des Khmers rouges. Alors si vous ne savez pas qui c'est, je pense peut-être que vous connaissez Pol Pot, en tout cas il a fait massacrer un quart de sa population. Et cette armée régulière s'empare de la capitale du Cambodge et installe un régime qui est plus favorable au Vietnam et donc également aligné sur l'URSS. Or, les Khmers rouges sont des alliés des Chinois. Ils ont perdu le contrôle de la capitale, mais maintiennent une domination dans certaines régions isolées et montagneuses du pays. Et donc Pékin se dit qu'en déclarant la guerre au Vietnam, eh bien ce serait un moyen de soulager la pression de l'armée régulière vietnamienne sur son allié Khmer Rouge. Bon, il faut dire aussi que c'était un bon moyen d'emmerder l'URSS. Enfin, ça permettrait à la Chine d'avoir de meilleures relations avec les États-Unis. Il y avait déjà un rapprochement qui était effectué depuis quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois avant le début de la guerre, Deng Xiaoping a fait une tournée des États-Unis, dont tous les médias occidentaux s'en ont fait à cœur joie, qui ont décrit dans leur ensemble les différentes visites. Deng Xiaoping au Texas portant un chapeau de cow-boy, Deng Xiaoping qui fait une visite à la NASA. En fait, la Chine voulait constituer un futur interlocuteur crédible dans le cadre de la guerre froide, c'est-à-dire avoir des meilleures relations avec l'Occident. Enfin, il ne faut pas le négliger, Deng Xiaoping a été fraîchement élu. Il a besoin d'affirmer son autorité et une victoire militaire irait dans ce sens. La décision de la guerre est prise le 28 décembre 1978, mais c'est seulement 2 mois plus tard, le 15 février 1979, que Deng Xiaoping annonce officiellement son intention d'envahir le Vietnam. Une invasion qui commencera 2 jours plus tard. Alors pour vous faire cette petite présentation, je me suis appuyé sur une bibliographie exclusivement anglophone, puisqu'il semble que les francophones manifestement se désintéressent totalement de la question. Un ensemble de 4 ouvrages que je vais vous présenter dans l'ordre chronologique de publication, un ordre que j'ai respecté pour la lecture, afin de percevoir les apports, les nouveautés qui sont apportées à chaque fois par les ouvrages. Alors le premier, il date de 1987, c'est l'ouvrage de King Chen, China's War with Vietnam, qui est un ouvrage qui traite très bien des causes de la guerre et tout ce qui précède celle-ci, mais par contre qui est un peu limite en ce qui concerne les combats, qui ne sont traités qu'en quelques pages. Le deuxième ouvrage, c'est celui de David Gombertz, Blinder, Blunder and War, What American and China Can Learn. Alors ce qui veut dire en gros œillère, bourde et guerre. Qui n'est pas un ouvrage qui est centré sur la guerre sino-vietnamienne, c'est plutôt un ouvrage d'analyse théorique sur plusieurs conflits, tels que la campagne de Russie en 1812 ou la guerre d'Irak en 2003, en passant par la guerre hispano-américaine de 1898 et bien d'autres, et notamment cette guerre sino-vietnamienne à laquelle il consacre une dizaine de pages. Le troisième ouvrage, c'est celui que j'ai préféré. C'est celui de Ward Odward, je ne sais pas si je le prononce bien, China's Military Strategy in the First Indochina War, qui date de 2007. Alors, il fait vraiment une très bonne description des événements, des chapitres qui sont entièrement consacrés à des analyses sur ce conflit. Mais par contre, il y a quand même quelques manques, mais qui sont comblés par ce 4e ouvrage qui est très récent, puisqu'il date de 2015, et qui a été écrit par Xiaoming Zhang, Deng Xiaoping's Long War.
Donc, comme je l'ai dit, l'auteur nous apporte beaucoup d'éléments qui manquaient dans l'ouvrage précédent, notamment en ce qui concerne la description des opérations, et c'est dû en fait au fait que cet auteur, qui est probablement d'origine chinoise, il est américain, mais qui, du fait de ses origines, est capable de comprendre le chinois, et on le sent puisqu'il a utilisé beaucoup de sources chinoises pour écrire ce livre. Et ce qui est bien aussi, c'est que cet ouvrage traite de l'ensemble du conflit, tout comme l'ouvrage précédent, jusqu'en 1991. Alors paradoxalement, ce sont les Vietnamiens qui sont les premiers à préparer leur défense. Dès le milieu de l'année 1978, à un moment où les tensions avec la Chine augmentent et les incidents sur la frontière se multiplient. C'est donc par eux que je vous propose de commencer. Alors, fait important, l'armée vietnamienne, qui se nomme l'APVN, l'armée populaire vietnamienne, est une armée qui est hiérarchisée. On a tout d'abord les miliciens, qui sont des paysans entraînés, des soldats à mi-temps si vous préférez. Au-dessus, ce sont les forces régionales qui sont en charge de défendre un secteur en particulier. Et encore au-dessus, eh bien, on a l'armée régulière qui représente l'élite, la force mobile pouvant intervenir dans n'importe quel secteur du pays et même en dehors de celui-ci. En tout, 2 millions d'hommes, ce qui en fait en termes d'effectifs quand même la 4e armée du monde. Mais non seulement seuls 600 000 de ces hommes appartiennent à l'armée régulière, le restant étant soit des miliciens, soit des forces régionales, et en plus celle-ci est en 1979 assez dispersée. 150 000 hommes font partie de l'expédition au Cambodge, 100 000 hommes stationnent dans le Laos, 100 000 autres sont dans le sud du Vietnam, ce qui fait qu'il ne reste plus que 250 000 hommes pour défendre le nord du pays. Une dizaine de divisions des forces régionales et des bataillons de miliciens sont déjà positionnés dans les 7 provinces frontalières vietnamiennes. Ce sont celles que vous voyez ici en jaune, par exemple la 323e à Quang Ninh, la 327e division dans la province de Lang Son, la 356e à Lao Cai. Mais pour renforcer ces troupes, Hanoï y envoie des troupes régulières. Dès la mi-juillet 1978, la 3e division s'installe dans le secteur de Lang Song. C'est une division qui est assez expérimentée, qui a participé à la guerre d'Indochine contre les États-Unis, mais aussi à l'offensive contre le Sud en 1975. Il y a également, à la fin de l'année 1978, la 316e division et la 345e division qui s'installent dans la zone de Lao Cai. Et au début de février 1979, ce sont les 346e et 311e divisions qui, elles, arrivent à Cao Bang. Ce qui veut dire qu'au final, l'essentiel des forces qui vont combattre sur les frontières appartiennent plutôt aux forces de défense régionales. Alors ces forces possèdent des chars, les fameux T-54. Il y a également une force aérienne. L'APVN possède 300 avions de combat, 70 MiG-19, des MiG-21, il y en a tout autant, qui possèdent un équipement soviétique plus sophistiqué que ceux des Chinois. Et il ne faut pas oublier les quelques F-5 américains capturés en 1975. L'ensemble est impulsé par le ministre de la Défense, Giap, qui est le général très célèbre qui a vaincu les Français à Dien Bien Phu et les Américains dans les 2 précédentes guerres d'Indochine. Du côté chinois, contrairement à ce que voudrait faire croire aujourd'hui Pékin, l'armée populaire de Chine, l'APL, a mobilisé de gros moyens pour faire cette guerre. Les premières unités à prendre position, bien, ce sont celles qui étaient déjà présentes dans les 2 régions militaires frontalières avec le Vietnam. Vous avez ici une carte de ces régions militaires, mais une carte actuelle. Et il y a eu évidemment depuis quelques modifications. Donc si la province militaire du Guangxu est toujours la même, en revanche, au sud de la province militaire du Chengdu, il faut imaginer qu'il y avait celle du Yunnan, qui s'étendait un peu plus à l'est. Donc, ces armées qui étaient déjà présentes, eh bien, ce sont les 11e et 13e armées de la province du Yunnan et la 42e, 55e et 41e du Guangzhou. À ces troupes déjà sur place, des unités supplémentaires vont être amenées d'autres régions militaires par train, ce qui explique qu'elles arrivent un petit peu plus tard, entre novembre et février.
D'ailleurs, vous êtes en train de voir des photographies du film Fonghua, un film chinois de 2017 qui traite de la guerre sino-vietnamienne et que l'on suit à travers une unité d'infirmières militaires. Et ce qui est intéressant, outre le fait qu'il s'agit de l'un des rares films à aborder cette période, c'est que la première scène se joue dans une gare où arrivent ces infirmières militaires ainsi que d'autres unités militaires. Donc je disais des armées chinoises transférées sur la frontière vietnamienne par train. C'est le cas de la 20e armée qui vient de la région militaire de Nanjing, tout comme la 12e armée. La 50e armée, tout comme la 13e armée et la 14e armée, arrivent, elles, de la province de Chengdu. La dernière étant la 13e armée qui arrive entre janvier et février. L'APL aligne donc un total de 11 armées. La 11e, la 12e, la 13e, la 14e, la 20e, la 41e, la 43e, la 50e, la 54e et la 55e. Alors, petite précision, une armée chez les Chinois ne comporte que 3 divisions, ce qui équivaut plus dans les standards de l'OTAN à un corps d'armée. Mais cet échelon n'existe pas dans l'APL, donc cet ensemble de 3 divisions est directement appelé armée. Ces forces sont organisées en 2 secteurs. On a l'aile Est qui correspond aux troupes présentes dans la province militaire du Guangxu, qui est commandée par Xu Shiyu, et l'aile Ouest qui sont les armées présentes dans le secteur du Yunnan, et qui est commandée par Yang Dezi. L'ensemble est dirigé par Deng Xiaoping lui-même, même si, attention, il ne faut pas imaginer un dictateur tout-puissant qui décide lui-même des opérations. Ça reste quand même le comité central du parti qui a un fort pouvoir. Et Deng Xiaoping est flanqué de plusieurs adjoints tels que le chef d'état-major. Au total, les troupes chinoises s'élèvent autour de 500 000 hommes. Alors même si les chiffres varient d'un auteur à l'autre, 500 000 c'est plutôt le chiffre de Xiao Mingzhang, mais par exemple Edward Woodward évoque plutôt lui 470 000. Alors à quoi ressemble le soldat chinois en 1979 ? Alors pour cela, on a un superbe ouvrage de Wu Shangzhong qui s'intitule « Les 100 ans d'uniforme militaire chinois », rempli de photos qui ont été prises à base de mannequins vivants, ce qui fait tout l'intérêt de l'ouvrage. Et pour faire court, on a un uniforme assez simple qui est reconnaissable par ses larges galons rouges. Sur sa tête, le casque GK80, mais surtout la casquette traditionnelle. Parce que je suis tombé en fait sur un article chinois qui ironisait sur le fait que dans les films actuels, les films chinois, on avait tendance à voir les soldats chinois casqués, alors qu'en réalité, ceci était une minorité. Il y avait trop de soldats et une industrie qui n'avait pas encore une production suffisante, et donc la majorité était non pas équipée du casque en acier, mais de la casquette. Et c'est justement à la suite de cette guerre contre le Vietnam que fut généralisé le port du casque. En ce qui concerne les équipements, on peut citer donc les 400 chars qui vont participer à l'opération. Alors selon King Cheng, ça serait plutôt 1200, ce qui me paraît quand même assez énorme. Ces chars, ce sont essentiellement des types 62, mais on a aussi des types 59 qui sont en fait des productions chinoises sous licence du T-54-55 soviétique. A l'inverse, on a le véhicule blindé d'infanterie dénommé le Type 63, appelé aussi K-63, qui lui est par contre entièrement de conception chinoise. En ce qui concerne l'aviation, 700 appareils sont amenés dans les 2 provinces, totalisant avec ceux qui étaient déjà sur place 948 avions de combat, répartis sur 15 bases aériennes. Alors ces avions, ce sont essentiellement des MiG-17 et MiG-19 ou sa copie chinoise le J-6 et quelques MiG-21. Pékin possède donc une supériorité numérique écrasante dans pratiquement tous les domaines, de 6 à 1 en ce qui concerne les effectifs dans l'infanterie, mais c'est aussi le cas dans la puissance de feu où l'APL est largement supérieure à celle de l'APVN. En revanche, les 2 armées possèdent globalement le même niveau technologique, peut-être la différence de l'aviation où les Vietnamiens possédant des systèmes soviétiques ont un léger avantage.